Bonjour à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Jérôme Mokovic, je suis économiste de la construction. Je suis également le président du syndicat professionnel des économistes de la construction, l'INTEC, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de vous présenter les deux personnes qui sont à côté de moi, je vous fais une petite présentation rapide de ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On va vous parler dans un premier temps de notre métier et ensuite, plus spécifiquement, notre métier dans le patrimoine. Je laisse la parole à Estelle Duclos. Bonjour à tous. Donc Estelle Duclos, société Ecobis, économie de la construction spécialisée en patrimoine et monuments historiques. Pardon. Et bonjour également, Christophe Chenevier, donc co-gérant de CM Économiste, qui sommes aussi économistes spécialisés dans le patrimoine, mais pas uniquement. Jérôme va vous présenter donc en quelques mots le métier d'économiste ainsi que l'INTEC. Donc l'économiste de la construction, c'est un métier qui requiert une expertise transversale dans le domaine de la construction, dans la maîtrise d'œuvre. On est sur un lien complémentaire entre la maîtrise d'ouvrage, donc la personne qui souhaite construire un bâtiment, et la maîtrise d'œuvre, l'équipe qui le conçoit. On a un rôle de garant de l'économie du projet, très important. On est le spécialiste des coûts pour les opérations, que ce soit de construction neuve ou de rénovation. On planifie, on coordonne et on vérifie la réalisation de ces dernières. On est, comme je l'ai dit, un acteur central dans le cycle de vie du bâtiment, donc aussi bien dans sa construction que sa conception et sa réalisation. On essaye de parler un langage commun à tous les intervenants pour faciliter la compréhension et le dialogue entre eux. Et on est l'unique garant des coûts d'un projet. Alors, on est aussi évidemment indépendant, on a une certaine indépendance, et c'est ce qui fait aussi la qualité de notre métier. On est attaché à personne, à aucune entreprise, donc on a ce domaine-là. On intervient, comme vous pouvez le voir, du début d'une opération, au niveau de la faisabilité, en passant par la programmation, jusqu'à la réalisation et la livraison d'un projet. Évidemment, il y a des étapes intermédiaires qui sont des estimations intermédiaires, des conceptions intermédiaires, la consultation des entreprises et le suivi du chantier. On a des missions qui sont relativement variées. Les fondamentales, donc c'est évidemment la prescription des matériaux pour essayer de proposer une pertinence technico-économique sur l'ensemble des projets. La réalisation de maîtrise et de vérification, donc pour quantifier tous les ouvrages qui constituent un projet. De l'ingénierie économique et financière, là aussi on apporte notre expertise pour dire combien coûte un projet en fonction de tout ça. D'autres missions d'accompagnement existent, assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc là on intervient en amont, en déconnecté d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour conseiller un maître d'ouvrage quand il est déjà en train de travailler avec des entreprises ou avec une équipe de maîtrise d'œuvre. On est encore en plus indépendant et on intervient là-dessus en tant que conseil. On fait également de l'assistance aux entreprises. Cette fois-ci, on passe du côté de l'entreprise et on les assiste sur des problématiques de chantier, de conception. Et puis ensuite, d'autres missions complémentaires qui peuvent être de l'organisation du pilotage de chantier, de la coordination sécurité chantier, des audits et valorisation de patrimoine, on en parlera tout à l'heure, de la programmation d'opérations de maintenance et du management de projet. C'est un métier qui est en permanence en mouvement, qui évolue tous les jours et qui va continuer d'évoluer. On se réinvente tous les jours. L'objectif premier étant la performance et on se réinvente tout au long de notre carrière. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, une vraie expertise transversale pour faire le lien entre tout le monde, comprendre les attentes de tout le monde. Rapidement, aujourd'hui, c'est un métier qui s'est structuré depuis quelques années en formation. S'il y a 25 ans, il existait simplement à l'époque un BTS qui permettait de former à l'économie de la construction. Aujourd'hui, on va jusqu'au niveau ingénieur avec licence intermédiaire
C'est un métier qui permet aussi, ce sont des formations qui permettent de rentrer très vite dans le monde du travail ou au contraire de faire de plus grandes études et évidemment d'avoir des postes différents en fonction. Quelques mots sur l'Intec. L'Intec, c'est une organisation nationale qui est décomposée en 13 régions. Là, évidemment, donc on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les économistes qui sont adhérents à ce syndicat, les parts de marché, c'est en gros 58% en marché privé, 42% en marché public. Alors ça reste des chiffres théoriques puisque ça fluctue en fonction des années. La taille moyenne des cabinets en France, c'est 4 collaborateurs. Donc c'est une taille moyenne. Il y a des économistes qui sont beaucoup plus petits et puis de très grosses structures. L'Intec, c'est 1000 adhérents au niveau national et 200 adhérents dans l'unique région Auvergne-Rhône-Alpes. On est la région la plus importante. Donc c'est un syndicat professionnel qui a été formé en 1972, qui regroupe uniquement des économistes de la construction. La vocation de ce syndicat, c'est de faire valoir les droits de notre métier, d'être un accélérateur de formation pour les économistes. Il y a une vraie connexion. Alors voilà, vous avez l'écosystème de l'Intec. On discute, on fait évoluer aussi les lois à notre niveau. On fait évoluer les compétences de nos adhérents via des formations qui sont mises en place. Et on participe à l'évolution de la réglementation dans le bâtiment. Alors, on va passer au deuxième sujet qui est cette fois-ci plus en lien avec le forum. Prescrire dans le patrimoine, donc comment s'insère un économiste de la construction dans le patrimoine. Alors quand on parle de patrimoine, le terme aujourd'hui utilisé, c'est vraiment la notion bâtiment, monument historique, bâtiment classé, patrimoine ancien. Désolé. On y va ? Oui. Donc la prescription dans le patrimoine commence en général par un diagnostic pour comprendre l'état du bâtiment. Le diagnostic, c'est le premier travail qu'on doit faire en équipe pour définir quel est l'état du bâtiment, quel est l'état de ce qui le compose, ce qu'on doit conserver, restaurer, remplacer. Aujourd'hui, ce diagnostic, il peut se présenter sous de multiples formes qui sont plus ou moins précises en fonction de l'état d'avancement des études. Parce qu'une étude de diagnostic peut être très très longue, très importante et peut se présenter sous différentes formes que je vais vous expliquer très rapidement. Le premier, qui est le plus simple et qui celui-là ne prend pas forcément beaucoup de temps, c'est un diagnostic visuel. Permet à chaque intervenant, que sont souvent l'architecte, l'économiste et très souvent le bureau d'études structure, d'aller constater dans quel état sont les bâtiments que nous avons à restaurer, diagnostiquer, quelles sont leurs pathologies, quels sont leurs problèmes apparents. Parce qu'il y a des problèmes apparents et d'autres qui le sont beaucoup moins. Pour approfondir le diagnostic visuel, la première des choses à faire, c'est un diagnostic avec des sondages qui peuvent être très nombreux. Il y a des diagnostics structurels, il y a des diagnostics qui permettent de rechercher s'il y a des parasites dans la construction, souvent des champignons, de la mérule, des choses comme ça qui peuvent poser des problèmes très importants au niveau de la construction. Et tous ces diagnostics permettent de définir avec plus ou moins de précision les modes de constructifs existants. Souvent, malheureusement, dans les phases préalables de diagnostic, on n'a pas les moyens d'aller sonder suffisamment de choses ou d'aller sonder suffisamment en profondeur pour connaître la totalité des problématiques et la constitution réelle de certaines constructions. Donc souvent, ce que fait l'archi, et pour ne pas dire tout le temps, les archis du patrimoine font des recherches historiques sur les bâtiments, sur leur mode constructif, sur les évolutions du bâtiment,
qu'il y a pu y avoir au travers de photos, de recherches de différents documents, des différents travaux qui ont déjà pu être exécutés, de la date de construction. Et on fait des recoupements avec tout ça sur les modes constructifs des époques concernées et des choses comme ça pour pouvoir imaginer les travaux qu'il va y avoir à effectuer pour les restaurer. Et est-ce que vous utilisez d'autres supports lorsque vous n'avez pas forcément de diagnostic? Comment ça se passe exactement? Oui, oui, on utilise plein de supports parce qu'en fait, on a, nous, une connaissance assez transversale de l'ensemble des bâtiments et des corps d'État, du coup, qui vont composer la construction ou la rénovation de ce bâtiment. Donc, que ce soit effectivement sur de la maçonnerie, sur de la pierre de taille, sur des décors, sur tout un tas d'éléments comme ça. Très clairement, on a une connaissance la plus poussée possible, mais malgré tout, on a besoin de compétences transverses aussi pour venir nous aider. Donc, ça peut être effectivement des gens qui vont venir faire de la pathologie. Ce matin, il y avait une conférence sur l'abbaye de Saint-Antoine, Saint-Antoine-de-l'Abbaye, pardon, avec un bureau d'études qui était spécialisé dans les pathologies de la pierre. On s'adresse donc à des compétences très poussées, très spécifiques, qui sont en lien avec le bâtiment que l'on doit rénover. On a notamment sur la partie des décors, alors on a quelques petits exemples là à l'écran, où quand on arrive, le premier diagnostic visuel que l'on voit, bah, c'est ça. Donc on nous demande de faire une estimation financière de la rénovation de ça. Donc sur le coup, c'est quand même pas franchement évident. On s'approche, alors sachant qu'en plus, on ne peut pas forcément s'approcher de très près. On vous rappelle qu'on est, nous, en phase étude à ce moment-là. On n'a pas d'échafaudage, on n'a pas tout ça, on n'a pas moyen de s'approcher le plus près possible. Donc on va faire appel, effectivement, après avoir fait un constat général qui est de se dire que oui, c'est abîmé, ça c'est clair, on ne peut pas dire autre chose, que l'état des supports a l'air en mauvais état aussi, bien évidemment l'état des peintures qui sont dessus. On va effectivement là après faire appel à des compétences très très spécifiques, pour ce cas-là des restaurateurs de décors peints, qui eux vont faire des études très poussées, alors qu'ils vont venir avec des petits échafaudages, des petites choses, et qui vont nous faire tout un tas de petits sondages des fenêtres. Là, il s'agit d'une étude stratigraphique sur une partie des décors. Au fur et à mesure du temps, on parle de la vie d'un bâtiment dans le patrimoine, de toutes ces transformations. Christophe parlait tout à l'heure des recherches des architectes sur des vieux plans, des vieilles iconographies, tout un tas d'éléments qui peuvent nous donner des informations sur tout ce qu'a vécu ce bâtiment. Et très clairement sur les décors, eh ben, on voit sur celle-ci par exemple que des couches, il y en a eu plus d'une. Donc après, on va dire la stratégie de savoir qu'est-ce que l'on rénove, c'est la première couche, la cinquième couche ou la troisième. Ça, c'est effectivement de la responsabilité de l'architecte du patrimoine qui va prendre avec le maître d'ouvrage aussi cette décision de qu'est-ce qu'on va restaurer. Et au-delà de cette décision, qu'est-ce on va pouvoir restaurer et à quel coût? Donc, on se sert énormément des compétences de personnes transverses qui, elles, sont en capacité de nous donner un état à un moment, une image, un arrêt sur image sur un état pathologique qui va pouvoir nous permettre de décider ensuite de ce que l'on fait et du coup ensuite pour combien. Alors, que se passe-t-il en fait? Est-ce que vous avez tout le temps des diagnostics? Est-ce que vous avez tout le temps des études préalables pour ça? Comment ça se passe quand vous n'avez pas tout ça? Malheureusement, non, on n'a pas toujours des diagnostics et on n'a pas toujours d'études approfondies. Donc c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, on va dans ce cas-là visiter avec les bureaux d'études et l'architecte le bâtiment une fois, deux fois, plusieurs fois pour essayer de pour bien se rendre compte de la réalité de ce que nous avons sous les yeux. Parce qu'on vous a mis une petite photo là pour vous faire comprendre que un bâtiment peut paraître en parfait état, mais quand on s'en approche un peu, c'est pas tout à fait le cas.
puisque là, dans le cas présent, on a des encadrements d'ouverture qui paraissent très sains, et en fait, il suffit de le gratter à la main pour que ça nous reste dans les doigts. Donc, quand on a ce type de problématique et donc d'absence de diagnostic, eh ben, on s'appuie sur notre expérience, sur celle des archis, sur les études historiques qu'ils ont pu faire sur le bâtiment pour essayer d'imaginer et de confirmer ce qu'on imagine en termes de mode constructif et donc en termes de travaux de réhabilitation et de modes de réhabilitation qui vont pouvoir être exécutés. Comment, une fois que tout ça est passé, une fois que vous avez fait ce diagnostic, comment vous définissez les travaux, enfin comment vous arrivez à prescrire les travaux à réaliser? Il y a beaucoup d'éléments qui viennent au-delà de la pathologie même du bâtiment et de son, vous voyez, donc de sa pathologie, de son état. Il y a énormément de choses que l'on va être obligé de connaître. Alors bien évidemment, pour savoir comment l'on répare, il faut savoir comment l'on construit. Parce qu'il faut connaître donc les modes constructifs, il faut connaître les différentes façons de travailler de ceux qui ont œuvré quand le bâtiment a été mis en œuvre. Donc effectivement pour les décors, mais que ce soit pour les décors ou pour n'importe quel autre corps d'État, hein, c'est en connaître la composition, on va dire, technologique du matériau et du mode constructif pour arriver à définir, nous, parce qu'on est toujours dans le patrimoine, dans ce respect de ce qu'il a été fait, dans l'image, mais aussi dans la façon de faire. C'est-à-dire que on ne fait pas du faux. Ça n'existe pas, on ne fait pas du faux. Donc quand on doit remonter un mur en moellon de pierre avec ourdé au mortier de chaux, on remonte un mur, on ne fait pas un faux mur sur lequel on vient plaquer de la pierre pour que ça ressemble. Donc on va garder systématiquement effectivement comment ça a été fait à la base. Donc là sur les décors, effectivement on se dit, non, reviens un tout petit coup en arrière s'il te plaît. Voilà, merci. Donc il va y avoir plusieurs étapes pour découvrir justement comment ça a été fait. Il y a des étapes de nettoyage parce que quelquefois il y a une telle couche d'encrassement que de toute façon c'est très très compliqué de se rendre compte de quoi que ce soit. On va effectivement se dire c'est bien de restaurer le décor et de faire que la partie esthétique. Mais si le support sur lequel le décor est posé, il ne tient pas, dans 4 ans, dans 5 ans, tout va tomber. Donc, en fait, il faut connaître voilà, comment ça a été fait au tout début, c'est-à-dire de quel mode constructif et quelles techniques ont été employées pour mettre en œuvre le bâtiment, pour pouvoir nous prescrire la bonne technique de restauration ou de restitution quand on est en capacité de restituer. Voilà. Donc là, oui, sur les images, vous avez le avant, pendant, après, qui est quand même assez important, où on est passé par toutes ces étapes, toujours entouré des compétences nécessaires sur des restaurateurs qui sont en capacité de nous dire les choses. Sur cette partie-là, la prescription, effectivement, dans le bâtiment, va définir, nous, la quantification, on va en parler, et bien évidemment le prix. Notre métier étant quand même l'économie de la construction, notre but est de restaurer dans les règles de l'art dans un coût défini. Bon, deuxième exemple, c'est la même chapelle, avant-après. Donc il y a eu un petit peu d'heures de travail. Avec la disparition de la Sainte Vierge. Oui, la Sainte Vierge est partie, mais depuis elle est revenue, je vous rassure, elle est revenue. Alors, une fois que toutes ces préconisations ont été faites, que vous avez prescrit, monté les cahiers des charges, qu'est-ce qui vous est demandé après, ensuite, à ce stade de travail? Eh ben, une fois qu'on a réussi à définir, on va dire, la ligne directrice sur les travaux de restauration et de rénovation à mener, il nous est demandé évidemment de l'estimer en termes de coûts de travaux, qui dans le patrimoine n'est pas une masse à faire. Et qui est très différent du chiffrage dans des réalisations de travaux neufs. Parce que, comme l'a précisé Estelle, on a besoin de connaître les modes de construction d'origine qu'on essaye de reproduire. Et dans ces travaux-là, en fait, on a aussi des interventions qui sont
faites de manière beaucoup plus précise, enfin, pas précise, mais qui nécessite en fait des interventions beaucoup plus souvent ponctuelles, qui prennent énormément de temps. Et donc dans le patrimoine, on est obligé de choisir les matériaux employés pour essayer de réemployer le même type de matériaux quand c'est possible, ce qui aujourd'hui ne l'est pas toujours. Bah, si on est dans le monde de la pierre, aujourd'hui, toutes les carrières qui ont servi à construire des bâtiments il y a quelques siècles ne sont plus ouvertes et parfois il faut trouver des pierres de restitution qui leur ressemblent, qui ont les mêmes aspects. Ensuite, il faut imaginer tout le mode constructif de réparation, de restauration, avec des échafaudages, des protections. On travaille sur des bâtiments inscrits, sur des bâtiments classés. On ne découvre pas un bâtiment inscrit ou classé comme on découvrirait une construction lambda sans se préoccuper de ce qui se passe si on a des intempéries. Donc on a souvent des préconisations d'installation de chantier et de mise en place d'échafaudages, de parapluies, d'équipements qui sont très spécifiques pour protéger les bâtiments, pour pouvoir les restaurer à l'identique. Et après, on a aussi toutes ces protections qui sont liées au délai de mise en œuvre et d'exécution des travaux qui doivent être faits dans des conditions assez particulières. Au niveau des chiffrages aussi, il est quasiment impossible d'imaginer de faire des ratios, comme notre métier nous le permet dans plein d'autres cas de figure. On est très rapidement obligé dans le patrimoine de quantifier les choses de manière assez précise et donc d'être très en avance sur l'étude du bâtiment pour pouvoir en imaginer un prix et donc de pouvoir travailler bien en amont malgré l'absence parfois d'informations qui nous oblige souvent à faire des hypothèses et à croiser des hypothèses sur ce qu'on pourra faire et de les vérifier au fur et à mesure qu'on avance dans les études. Oui, sur la quantification, effectivement. Alors, un des premiers noms de notre métier, c'était maîtreur. Maîtreur, c'est un peu réducteur maintenant, mais c'est quand même l'outil principal du coût. Donc, la quantification, elle est importante. Elle est importante, bien évidemment, par rapport à une enveloppe budgétaire finale, mais elle est surtout importante par rapport aux entreprises qui vont répondre à cet appel d'offres et qui vont exécuter les travaux. On quantifie comment? On quantifie à l'ensemble, à la surface, au mètre carré, au mètre linéaire. Quand vous voyez ces deux images-là, et qu'il a fallu que l'on quantifie ça pour rentrer ça dans une case, le personnage que vous avez à votre gauche, on n'a pas marqué ensemble 1, parce que, en fait, ce sont des heures. Ce sont des heures de travail. En fait, voilà, qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on va décider de mettre une surface en disant le panneau avec les décors, il fait 15 mètres carrés, donc combien ça nous coûte pour faire 15 mètres carrés? Si on veut vraiment aller au fond des choses, et c'est ce qu'on essaie de faire en permanence pour être le plus juste possible, c'est de dire en fait combien d'heures ils vont y passer. Parce que 15 mètres carrés, ça veut strictement rien dire. 15 mètres carrés, s'il y a très peu de pathologie, c'est peut-être 10 heures de travail, mais s'il y en a énormément et qu'il y a beaucoup d'encrassement et il y a beaucoup de restitution à faire, ça peut être 60, 70, 200 heures. Donc en fait, on va aussi de temps en temps faire de la quantification à l'heure. Ça a été évoqué ce matin aussi sur Saint-Antoine, sur le fait qu'en fait, au final, on avait très peu de quantité de pierres, mais il y a eu énormément de quantité d'heures, de taille, de sculpture pour arriver au résultat. Donc, la quantification est très importante pour nous par rapport à un prix final, mais pour aussi la compréhension de l'entreprise qui va répondre à cet appel d'offres et qui, elle, doit avoir vraiment tous les éléments en main pour faire son prix juste et que à la fin, tout le monde fasse l'ouvrage dans de bonnes conditions. L'entreprise qui va répondre, le maître d'ouvrage qui paye les travaux, et puis nous, sur le fait de dire qu'à un moment, ce qu'on a prescrit et ce qu'on a quantifié était juste, et que ce qu'on a annoncé comme prix est bien celui qui sera là au final. Donc voilà. Donc oui, quand on voit ça, effectivement, quantifier des surfaces de sol, c'est pas très compliqué, là pour le coup, on est content. Ça reste de la surface au mètre carré. Il faut quand même qu'on soit précis, parce qu'une surface au mètre carré d'une pierre
Ça va dépendre du type de pierre. Donc il faut être précis, nous, dans la prescription sur le type de pierre attendu, sur sa densité, sur son épaisseur. Il ne suffit pas de dire que c'est du mètre carré. Si on va demander une pierre de 10 cm d'épaisseur ou de 25, forcément, ce n'est pas le même prix. Donc au-delà de la quantification, la prescription doit aller avec, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était après. Alors, si on remonte un petit peu, donc première étape, diagnostiquer. Deuxième étape, comprendre et prescrire. Troisième étape, quantifier. La dernière étape, c'est peut-être la plus compliquée. Ça va être d'estimer l'ensemble des travaux. Comment fonctionnez-vous en fait? C'est encore moi qui parle. Bon. Alors, comment on va estimer? Alors, effectivement, on parle de matériaux pour quelqu'un qui connaît un peu le principe et qui a fait un petit peu d'études de prix. Dans un prix, on a du matériau, du matériel et de la main-d'œuvre. Ça, c'est le basique. Et du Matériaux, transport. matériel, manœuvre. Et du transport, parce qu'on vient de travailler sur un projet avec de l'héliportage où il fallait tout monter à l'hélicoptère. Donc ça fallait effectivement pas l'oublier. Et effectivement, on a tous les coûts, on a tous les coûts transverses. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire il me faut 1 mètre cube de pierre, tant d'heures pour la tailler et tant d'heures pour la poser, avec ma location de nacelle pour venir. Ça ne suffit pas. Effectivement, on a le transport, on a les conditions du site qui sont bien particulières. Tous les sites ne sont pas les mêmes. Voilà, quand on travaille sur un refuge en très haute montagne, eh ben, on ne monte pas les choses à dos d'âne, donc il faut compter de l'hélicoptère. Quand on a effectivement l'exemple que donnait Christophe tout à l'heure, le fait de découvrir une église, de déposer complètement une couverture, ben, très clairement, si dessous on a des décors peints, il va falloir qu'on mette un parapluie pour protéger tout ça parce que autrement on prend beaucoup de risques. Et tous ces coûts-là, ce sont des coûts qui sont en plus. Donc on a le sous-détail de prix en lui-même, l'ouvrage, combien coûte la restauration de l'ouvrage, mais combien coûte sa mise en œuvre complète et réelle, le temps qu'il va falloir. Et dans le patrimoine et le monument historique, en fait, la notion de temps est beaucoup plus importante que dans la construction neuve. On sait que l'humain, c'est ce qui coûte, entre guillemets, le plus cher. Donc, se tromper dans l'évaluation d'un temps de restauration ou d'un temps de taille ou d'un temps de sculpture sur un ouvrage peut faire complètement basculer un prix. Voilà. J'imagine que vous prenez aussi en compte le contexte, les difficultés d'accès, tout ce qui est... puisqu'on n'est pas sur un chantier neuf. Tout à fait. On est souvent, alors pour des églises, on est souvent bien sûr en cœur de village. On est souvent effectivement avec un environnement relativement contraint par le stockage, par exemple, tout simplement. Donc effectivement, le fait de ne pas pouvoir emmener tous les matériaux d'un coup et puis que les compagnons se servent au fur et à mesure, ça veut dire des rotations plus importantes, des protections aussi pour que tout le monde travaille en sécurité et que les gens qui passent pour rentrer chez eux soient aussi en sécurité. Donc tous ces éléments-là, c'est vraiment à prendre en compte dès le départ. Un même édifice dans un endroit différent peut ne pas coûter le même prix alors qu'il est dans le même état, parce qu'on a beaucoup de coûts annexes. Est-ce que vous prenez en compte le contexte économique local en fonction de la taille de l'opération, puisque j'imagine que ce ne sont pas les mêmes entreprises qui vont répondre en fonction de la localité, en fonction de la taille du projet, pour pourtant un même sujet? Ben, là aussi, effectivement, il faut qu'on tienne compte de ces éléments. Il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont effectivement assez palpables, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises régionales et locales qui sont capables de répondre, parce que c'est vrai que dans le patrimoine, on a quand même un nombre d'intervenants qui est beaucoup plus limité que dans le classique. Donc, en fonction de la taille des opérations, on a déjà une petite suspicion sur le nombre d'entreprises qui sont en capacité de répondre ou pas aux appels d'offres en fonction de la localité et de la taille de l'opération. L'autre difficulté aussi, qui est complètement abstraite, mais qui est une réalité sur le montant des prix qu'on peut constater et donc sur les estimations, c'est le nombre d'opérations peut y avoir dans certaines périodes. Alors on ne parle pas de mois là, mais plutôt si on est dans des années où il y a beaucoup de travaux de restauration qui sont envisagés,
par les collectivités ou si on est dans des périodes un peu plus creuses. Parce que là aussi, on s'aperçoit même si on a toujours un nombre assez limité de réponses et d'entreprises compétentes pour répondre à des appels d'offres très spécifiques, le contexte dans le temps et géographique peut amener à réduire très fortement le nombre de réponses et potentiellement, malheureusement, en augmenter le prix. Et en ce moment, très clairement, le sujet de Notre-Dame siphonne quand même très sérieusement le reste de la France, parce que beaucoup d'entreprises très spécialisées en patrimoine et monuments historiques sont occupées bien évidemment à ce chantier phare, et ce que l'on peut comprendre, mais les plannings des entreprises sont également du coup très pleins. Et ça, nous, quand on réfléchit à un allotissement, c'est-à-dire que l'allotissement, c'est le fait de dire combien de corps d'État vont intervenir sur la restauration d'un édifice et quelles vont être, on va dire, la taille de ces marchés, la taille de ces corps d'État. Quand vous avez sur une église une baie à changer, une seule, mais il faut la changer, on ne peut pas la laisser comme ça. Est-ce que faire un lot spécifique de menuiserie pour une baie, c'est pertinent? Alors, non, pas nécessairement, parce que qui va répondre? Qui va s'intéresser à cette malheureuse petite baie dans cette église, alors qu'il faut bien, il faut bien la restaurer. Alors, de temps en temps, on peut la donner aux maçons. Ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout qu'on leur donne une baie, mais en même temps, voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir de réponse du tout. Et alors, pas avoir de réponse du tout, c'est reconsultation, c'est réaugmentation potentielle des prix. Après, s'adresser à quelqu'un en direct, c'est donc enlever la mise en concurrence. Et ça, financièrement, quand nous, on fait un prix, parce qu'il faut savoir que nous, le premier prix qu'on donne à la maîtrise d'ouvrage, on le donne souvent 1 an, voire 2 ans avant le début des travaux. Donc cette anticipation-là aussi sur l'évolution des marchés et sur l'évolution des prix, on doit l'avoir. Même s'il y a des révisions, il faut savoir anticiper ça. Et je rajouterais que souvent, le prix qui est donné 1 an ou 2 ans avant celui des travaux, c'est toujours celui que le client retient. Donc c'est celui qui doit être bon dès le départ. Si on doit faire une conclusion sur le rôle de l'économiste, je ne sais pas qui de vous deux l'a fait. Allez, mon petit Christophe. Ouais, en fait, le rôle de l'économiste, il est comme celui des autres acteurs dans le patrimoine. En fait, au niveau des études, il doit essayer d'intégrer l'ensemble des contraintes pour essayer de définir un montant estimatif de travaux très tôt, comme ça vient d'être dit. Et moi, je dirais même parfois, c'est beaucoup plus que 2 ans, parce qu'on est souvent contraint à des budgets qui ont été définis par certains de nos confrères en phase de diagnostic, parce que on peut aussi monter des opérations sur des diagnostics faits par d'autres qui ont servi justement à lancer des appels d'offres. Et quand c'est le cas, en fait, on se retrouve avec des estimations actualisées avec un index, mais parfois qui ont 5 ou 6 ans, ou qui ont fait l'objet très souvent aussi de plusieurs diagnostics, parce que les montants sont souvent très importants et les engagements de certaines communes ou collectivités pas toujours faciles à obtenir. Donc il y a aussi beaucoup de recherches de subventions dans ces projets-là. Mais en tout cas, notre travail, qui est quand même pas très simple dans ce contexte-là, c'est vraiment d'arriver à chiffrer beaucoup de choses sur des retours d'expérience en faisant différentes propositions techniques. Il y a aussi, et on l'a pas trop évoqué, dans les chiffrages qu'on fait au fur et à mesure des différentes phases d'études, souvent des choix qui sont liés en fait aux capacités financières du client. Tout à l'heure, Estelle vous présentait des restaurations de peinture. Souvent, on découvre des peintures très intéressantes, mais qui, pour des questions financières, ne vont être découvertes que sur une petite fenêtre pour faire voir qu'elles existent, mais qu'on va laisser couvertes et protégées parce qu'on n'a pas les moyens de les restituer ou de les rendre à la vue de tous. Et là, c'est vraiment des questions financières. Et en fait, la conclusion, souvent, dans ce qu'on quantifie, ça amène souvent à des gros phasages de travaux. Et on finit souvent par traiter l'urgence au niveau des travaux, protéger le bâtiment pour se donner
la possibilité de pouvoir le restaurer dans les années ou les décennies qui suivent. Sauf quand on a la chance justement d'avoir certaines collectivités ou l'État qui peut se permettre d'investir des sommes relativement importantes dans une restauration complète. En fait, effectivement, on n'en a pas parlé plus que ça, mais un des rôles importants de l'économiste dans le patrimoine, c'est aussi de pouvoir permettre au maître d'ouvrage de phaser ses travaux et d'anticiper ses dépenses ultérieures. On en a parlé tout à l'heure dans la présentation rapide. Là, on intervient plutôt dans le rôle d'assistant à un maître d'ouvrage pour lui donner un discours, lui permettre d'organiser les choses pour le futur. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions, c'est le moment. On vous écoute. Voilà, vous avez parlé du métier d'économiste, mais comment ça marche du coup un économiste dans les monuments historiques? Parce que comment on fait un marché pour des monuments historiques? Parce que du coup vous êtes au bordereau de prix quand vous faites un marché pour les monuments historiques. Ce matin on a vu la présentation de Saint-Antoine-l'Abbaye. Ils avaient prévu de refaire toute la façade et au final ils en ont refait que la moitié pour le même budget. Donc du coup sur cet aspect-là. Voilà. Alors effectivement l'histoire du bordereau de prix unitaire. Alors je vais faire une petite historique, un tout petit historique sur le métier d'économiste de la construction qui, avant de s'appeler maîtreur, s'appelait aussi vérificateur. Toiseur. Toiseur aussi, toiseur, voilà, parce qu'il est vieux ce métier. Personne ne le connaît, mais il est vieux. Donc vérificateur. Alors vérificateur, oui. Avant, quand on construisait une église, on venait vérifier la mise en œuvre exacte qu'avait fait la personne, l'entrepreneur, et on lui payait effectivement ce qu'il avait fait de manière exacte. C'est ce qu'on appelle le bordereau de prix unitaire. Le bordereau de prix unitaire, ça veut dire que l'entreprise s'engage sur le prix de mètre cube de pierre, par exemple, et il n'est payé que sur ce qu'il va réellement faire. Alors, c'est quelque chose que, à titre personnel, je pousse à faire auprès de mes maîtres d'ouvrage en leur disant, vous savez, nous, quand on fait l'estimation, on est au pied de la tour qui fait 25 mètres de haut. On a beau envoyer maintenant des drones, ça nous aide quand même beaucoup. Le drone, il n'appuie pas encore sur la pierre et il ne la tâte pas pour savoir si elle est creuse. Donc, on a effectivement toujours un peu des incertitudes sur les volumes de pierre réels qu'on va avoir à mettre en œuvre. Donc, l'idéal étant de dire, effectivement, quand vous vous engagez sur votre prix, et vous ne serez payé que ce que vous allez réellement mettre en œuvre. Les maîtres d'ouvrage n'aiment pas trop. Vous comprenez pourquoi? Ils n'aiment pas trop parce qu'en fait, ils ne savent pas à l'avance combien va leur coûter la restauration de leur édifice. Alors, on le fait, moi, je pousse vraiment, en tout cas sur la pierre, je pousse vraiment à ce qu'on soit sur les bordereaux de prix unitaires. C'est la même chose aussi sur la partie des jardins ou des terrassements ou des choses comme ça, quand on a des volumes de terre assez importants. On essaye de faire passer des marchés à bordereau de prix unitaire et non pas à prix fixe, mais c'est une réelle bataille avec les maîtres d'ouvrage tout le temps pour essayer de faire passer des marchés à bordereau de prix unitaire, que tout le monde soit rassuré et qu'on fasse les choses vraiment réelles. Mais c'est pas simple pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à budgétiser et ils ne savent pas au final combien ça va leur coûter. C'est pour ça. Pas d'autres questions? C'est le moment, hein. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous souhaite une bonne continuation et bon salon. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à tous.